Bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Avant de commencer ma conversation, je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme La Voix d'Athéna. Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et vous déployer sans retenue ni délai. Vous trouverez le lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je suis en joie d'échanger avec Thomas Dansembourg. J'ai eu la chance de rencontrer Thomas sur la scène du Festival de l'amour à Cabourg en 2014. À l'époque, il était venu parler de son livre « Du jeu au nous » et moi de mon livre « J'arrête de râler ». Thomas est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont le plus connu, Cessez d'être gentil, soyez vrai, dont vous avez probablement déjà entendu parler, et plus récemment, de son dernier livre, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes, dont le titre m'a tout particulièrement interpellé. Thomas Dansembourg a été avocat, puis consultant juridique en entreprise pendant 15 ans. Concomitamment, il a été responsable d'une association de jeunes en difficulté pendant 10 ans. Depuis 1994, il travaille comme psychothérapeute, consultant en relations humaines et formateur certifié en communication consciente et non violente. Il anime des conférences enrichies de jeux de rôle éclairants et des ateliers de transformation, très appréciés en Europe, au Québec et au Maroc. Il propose un travail de connaissance et pacification de soi, permettant de déjouer les pièges de l'ego, de s'aligner sur son élan de vie propre et de mettre ses talents au service de la communauté. Pour lui, le développement personnel profond est la clé du développement social durable. Et je dois dire que sur ce point, nous sommes tout à fait alignés. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes souvent frustré de ne pas réussir à vivre les relations auxquelles vous aspirez vraiment. Vous avez parfois l'impression de vivre une vie que vous n'avez pas vraiment choisie. Vous êtes coincé sous le poids de vos obligations et de vos responsabilités et vous avez envie de retrouver le chemin du sens et de l'envie. Vous aimeriez comprendre ce qui bloque dans vos relations et dans votre évolution. Dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Comment inspirer nos enfants à devenir des adultes épanouis ? Qu'est-ce que l'éducation sans violence et pourquoi est-elle aujourd'hui un enjeu de santé publique ? Comment sortir de nos enfermements et retrouver le chemin de la vie à laquelle nous aspirons vraiment ? Alors bonjour Thomas et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine et merci de m'y accueillir. Alors, j'ai commencé il y a quelques jours à lire ton dernier livre, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes. Et je dois avouer que dès la première page, je me suis mise à prendre des notes. Et honnêtement, ce livre est truffé de pépites. Et moi, j'adore les pépites. Je trouve ça assez hallucinant. Donc vraiment, bravo. Et j'invite les auditeurs à se le procurer urgemment.
Alors, il y a, il y a un passage au tout début de ton livre qui m'a profondément touchée et j'aimerais bien le lire pour nos auditeurs et ensuite, j'aimerais te faire parler à ce sujet. Donc, je vais lire le passage. Est-ce qu'en nous voyant vivre nos vies d'adultes, les jeunes autour de nous se disent « c'est super d'être adulte » ou au contraire, en nous voyant agir, ils se disent « mais ils sont malades de vivre comme ça ?» agités sans cesse, évoquant des valeurs qu'ils ne vivent pas, le respect par exemple qu'ils invoquent sans se respecter eux-mêmes, ou l'écoute qu'ils demandent sans se l'accorder à eux-mêmes. Courant à un rythme qui n'est pas le leur, se plaignant que la vie est stressante sans rien mettre en place pour retrouver de la douceur, ils prétendent rêver de calme et d'attention à l'essentiel tout en s'organisant pour être stressés et dispersés. Alors moi, je trouve ce paragraphe absolument rempli de justesse. Et j'ai envie de te dire, comment se fait-il que nos vies d'adultes puissent si souvent être si décalées avec nos désirs profonds ? C'est une longue histoire de séparation d'avec nous-mêmes. Nos systèmes éducatifs nous ont rarement appris à bien connaître la personne que nous sommes, en sorte de la respecter en profondeur et de lui donner le droit de s'émanciper dans son sens, dans sa ligne, dans son fil rouge dont je parle dans mon livre. Souvent, nos éducations, bien qu'animées de bonnes intentions, nous ont tirés hors de nous en nous faisant suivre des programmes que nous n'avons pas vraiment choisis, en nous contraignant, en nous indiquant que les valeurs sont à l'extérieur, qu'il faut appartenir, être connu, avoir un beau diplôme, sans nous donner les clés de la vie intérieure. Et donc, il y a un véritable enjeu dans ce livre qui est une invitation à revisiter nos systèmes éducatifs et les systèmes de pensée qui ont prévalu au système éducatif. Alors, je tiens à préciser dès le début de cet épisode, et tu le dis d'ailleurs très bien dans ton livre, que ton objectif, à travers ton message, c'est d'être encourageant et absolument pas culpabilisant. Moi, je dis souvent qu'il faut remplacer la culpabilité par la curiosité. Est-ce que tu veux en dire un petit peu plus là-dessus ? Ah oui, bien sûr, je souhaiterais que chacun se sente invité à s'éveiller, à se transformer avec bonhomie, avec bienveillance. En Belgique, où je suis belge, nous sommes très attentifs à la bonhomie, à l'humour sur soi, à la bienveillance. Et donc l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, de se morfondre. L'idée, c'est de dire, tiens, peut-être qu'effectivement, jusqu'ici, je suis un peu à côté de ce qui fait sens pour moi et de mes envies. Peut-être qu'effectivement, je pourrais être plus attentif à ça, en sorte de me réaligner vers une vie plus sensée et qui me fasse plus envie. Donc c'est vraiment un encouragement. J'aime bien ton idée de remplacer la culpabilité par la curiosité. Personnellement, souvent, j'anime une session qui s'appelle de la culpabilité tétanisante à la responsabilité dynamisante. Lorsque nous envisageons notre responsabilité, tout d'un coup, nous reprenons nos rênes en main et nous changeons ce que nous avons besoin de changer. Et ça, c'est mon encouragement, bien sûr. Oui, je dis souvent que les personnes qui ont lu mon livre J'arrête de râler et qui ont fait la démarche, surtout au-delà de faire le livre, me disent c'est formidable, quand on n'est plus victime, on reprend sa vie en main et ça fait tellement de bien. Donc c'est ce côté dynamisant, quoi, la responsabilité dynamisante, tandis que quand on pointe du doigt les coupables, on est stagnant, il se passe rien, quoi, parce que c'est le coupable qui doit changer, nous on n'a rien à faire, mais en même temps on est coincé dans cette espèce d'impasse de victime. Super. Alors, c'est vrai que quand on parle d'éducation, on se tourne souvent vers les éducateurs et on pense à l'école, on pense aux professeurs. Et en même temps, toi, tu nous invites, nous adultes, en fait, tu nous interpelles, nous adultes et nous parents, à regarder la manière dont nous vivons. Parce qu'un message fort de ton livre, c'est de dire les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites ni ce que vous faites, ils écoutent ce que vous êtes. Est-ce que tu peux nous dire plus à ce sujet et sur le rôle éducatif que nous avons, nous adultes, quand nous changeons notre manière d'être et à quel point ça influe les enfants? Oui, quand j'anime la conférence sur ce sujet avec la salle, je propose que les personnes retrouvent en mémoire ou en rêve, si elles n'ont pas eu l'occasion d'en connaître une dans leur vie, une personne qui les a inspirées, un parent, un grand-parent, un parrain, une marraine, un proche, un enseignant, et de retrouver ce qui a été inspirant dans la façon d'être de la personne. Et la plupart du temps, que j'invite les personnes à indiquer ce que ça leur a fait de se rappeler cette personne. Les gens sont extrêmement touchés et souvent
sont extrêmement émus même. Et quand je leur demande de nommer les valeurs qui ont été transmises par la dégaine, par la façon d'être, et que je les note au tableau, on dégage le patrimoine commun de l'humanité. Les gens me disent, mais moi, ce qui m'a inspiré, c'est la bienveillance, c'est la générosité de ma grand-mère, c'est l'attention de mon parrain, c'est le savoir-être de tel professeur, c'est la compétence, c'est l'engagement, c'est la persévérance, c'est le courage, c'est l'humilité. Toutes les valeurs apparaissent. Eh bien, j'y voyez, ça c'est notre patrimoine commun. Et nous avons besoin nous-mêmes de nous en imbiber davantage pour pouvoir le transmettre et laisser derrière nous un sillage inspirant. Et souvent, je cite ma grand-mère, dont j'ai repris la maison à la campagne en Belgique, et qui était une femme extrêmement inspirante par sa joie, sa générosité, sa simplicité et son immense fantaisie. Eh bien, quand je repense à ma grand-mère, je sais que je veux vivre comme elle, et je veux laisser un sillage du même ordre derrière moi. Alors, ce n'est pas bénin comme exercice, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à nous réaligner et à nous réanimer si jamais la vie nous avait laissé un petit peu nous endormir. Et je remarque que ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a souvent un écart entre nos belles intentions. On a envie d'être bienveillant, on a envie d'être joyeux, on a envie d'être heureux, on a envie d'être en paix, on a tous ces désirs au niveau de nos relations. On a aussi les désirs d'être épanoui, de contribuer, de se sentir utile. Donc, on a au niveau de notre vie, au niveau de notre être, de ce qu'on a envie d'être et de ce qu'on a envie de vivre, on a souvent des grands désirs et des belles idées quand on est connecté à notre cœur. Et ça peut arriver quand on est dans une conférence, ça peut arriver quand on lit un livre, ça peut être arrivé quand on est en train de discuter avec un proche. Mais après, souvent, dans la réalité du quotidien, et c'est un peu ce que dit le paragraphe que j'ai lu au début de ce livre, c'est que au début de cet épisode, c'est que dans le quotidien, on se retrouve coincé en fait dans des vies qui nous embarquent et qui nous amènent à ne pas réussir à vivre ces relations et à vivre cette vie auquel on aspire vraiment. Et donc, dans ton livre, tu parles de ces fameux enfermements. Et tu fais un jeu de mots avec enfermement. Est-ce que tu peux nous aider est-ce que tu peux nous expliquer ces enfermements et nous aider à les comprendre ? Oui, c'est vraiment l'âme de mon travail, de nous permettre de comprendre certains pièges dans lesquels nous sommes pris sans même le savoir. Ils sont tellement intriqués dans nos habitudes éducatives, nos systèmes de pensée, la civilisation qu'on a créée, que l'on ne voit pas que l'on est piégé. Or, on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Et la plupart des gens, et j'en ai été bien sûr, je ne savais pas être pris dans un piège, je croyais être un jeune homme libre, alors que j'étais complètement programmé, compartimenté, contingenté par des systèmes éducatifs et des systèmes de pensée. Eh bien, je cite différents de ces enfermements pour nous permettre de les quitter, ou de choisir d'y rester, mais au moins j'exerce ma liberté de choisir d'y rester. Et parmi les enfermements que je cite, j'en nomme 5 qui fonctionnent vraiment comme des mécanismes autobloquants dans nos processus d'éveil individuel, personnel, mais aussi collectif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement une dimension citoyenne à se mettre en route parce que nous voyons bien que nous sommes dans une période de transition majeure et que l'implication de chaque citoyen est vraiment extrêmement précieuse et féconde. Et je donne un des exemples de cette culture, de ces pièges, c'est l'habitude de grandir dans une culture du malheur, une culture où l'on sait ressasser ce qui ne va pas, peut-être même s'attacher à nos blessures, à nos souffrances, comme si elles étaient vraiment notre identité. Et nous avons ainsi nourri un certain goût du drame, nous savons enfler les choses, pousser sur les boutons qui font mal dans la discussion, envoyer la petite pique au vitriol qui agace, ça nous savons très bien faire et nous avons perdu le sens de nous enchanter, de nous réjouir profondément. Et or, dans mon travail, oui, qui sera sans doute perçu, je vois qu'il y a encore plus de puissance de transformation dans la joie que dans la colère. La colère est très puissante et nous avons besoin d'apprendre à la traiter, à l'écouter. Mais la joie est d'une puissance incroyable. Et donc, je nous invite à quitter la culture du malheur et à co-créer la culture de la joie. Et si pas toujours de la joie, on n'est pas toujours joyeux, mais au moins de la paix à travers les difficultés. Oui, je dis souvent, je me souviens très bien d'une intervention que j'ai faite en entreprise en animant un atelier J'arrête de râler. Et une collaboratrice me dit, mais Christine, tu comprends pas, en fait, on n'a pas le droit d'être heureux dans l'entreprise aujourd'hui parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas solidaire pour ceux qui se sont fait licencier ou pour les problèmes qu'on a rencontrés dans le passé. Comme l'entreprise a rencontré des problèmes et des difficultés dans le passé, du coup, il faut qu'on soit solidaire dans notre misère, en fait. Il y a vraiment cet élan de on va être solidaire dans notre misère, on va créer la solidarité autour de notre malheur. Et donc, cette collaboratrice me disait, tu comprends, on n'a pas le droit d'être heureux.
Parce que ça serait un acte, ça montrerait qu'on manque d'empathie ou qu'on manque de solidarité avec ceux qui souffrent ou avec ceux qui ont souffert ou qui se sont fait licencier. Et je sens que c'est vraiment très, très, très vrai dans notre culture, ce sentiment d'être solidaire dans notre misère et cette espèce de résistance que nous avons à vraiment nous ouvrir à la joie. C'est vraiment une résistance, effectivement. Dans un bouquin que j'écris sur le bonheur, être heureux n'est pas nécessairement confortable. Et les inconforts, c'est qu'il s'agit de constater les pièges pour en sortir. Ça ne tombe pas du ciel, le bonheur. Il s'agit de faire un certain travail. J'identifie ce que j'ai appelé un vaccin anti-bonheur, que je reprends d'ailleurs dans ce piège de la culture du malheur. Le vaccin anti-bonheur consiste à avoir entendu et intégré cette petite phrase assassine: on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler avec ses variantes. La vie est une dure lutte, on est dans une vallée de larmes, la vie est un combat. Évidemment que si j'ai grandi en sirotant cette mixture-là, eh bien, je souhaite le bonheur comme tout être humain, mais cependant, la première personne qui, la plupart du temps, m'en empêche, c'est moi-même, par des mécanismes qui sont aujourd'hui bien connus en psychologie, mais malheureusement pas encore du grand public, qu'on appelle les mécanismes d'auto-sabotage. Et j'en parle, moi, comme un maître en auto-sabotage, 7e dan, hein, je réussi à bousiller ma vie pendant pas mal d'années parce que je ne comprenais pas ces mécanismes. Et donc, nous avons besoin de nous autoriser à la joie. Et toutes les traditions spirituelles à travers la planète nous disent: la joie est en vous, elle est le sens de la vie. Apprenez à descendre à l'intime de vous pour retrouver ce gisement ou cette source, cette nappe phréatique de joie. Et elles ne disent pas autre chose. Et donc, c'est intéressant de voir combien ces sagesses nous invitent à la joie et combien les sociétés que l'on crée nous coupent de la joie par des pensées extrêmement frileuses, inhibantes et négatives par rapport à ça. Oui, c'est ça. On se dit, si je suis vraiment heureux et si je me laisse pleinement vivre la joie, soit on risque de me la voler, quoi. Il y a un peu cette croyance de c'est trop beau pour être vrai, faut pas trop que je me réjouisse parce que il y a un truc qui va mal tourner derrière. Donc quelque part, on s'empêche de le vivre pleinement parce qu'on se dit c'est pas normal. Ou alors on se dit j'ai pas le droit d'être heureux parce qu'il y en a qui souffrent, parce qu'il y en a qui sont en difficulté, et donc on se prive de la joie. Or, la joie est une force créatrice. Donc, en étant dans la joie, on peut avoir envie du coup et de l'énergie. On peut avoir de l'envie, d'ailleurs tu en parles, le sens et envie. On peut avoir de l'envie et de l'énergie pour changer le monde, pour contribuer à aider ceux qui souffrent ou à apporter du bon, du bien dans notre société. Absolument, absolument. Cette inquiétude par rapport à la joie, je l'ai vérifiée 100 fois. Cette peur que ce soit trop beau pour être vrai. Et personnellement, je partage dans mes livres que je me disais que la joie ne pouvait pas durer et que comme je n'aimais pas que les événements agissent sur moi, je voulais garder le contrôle de ma vie. Et bien, pour garder le contrôle de ma vie, je sabotais ma joie. Comme ça, c'est moi qui avais le contrôle. C'est aussi stupide que ça. Mais après, comme thérapeute, je l'ai vu tant de fois, mon Dieu. Et donc, je te rejoins. Nous avons besoin de réaliser que ce dont le monde a besoin, c'est de joie, de confiance, d'enthousiasme, de capacité d'émerveillement, et que si nous voulons voir ça dans le monde, nous avons besoin de l'y apporter, de le réveiller, et que ça ne veut pas dire qu'on va devenir indifférent à la souffrance. Au contraire, nous allons nourrir une telle force intérieure que nous aurons le goût de prendre soin de la souffrance, de la difficulté, pour aider les personnes à retrouver la joie. Alors qu'inversement, quand on est dans la pensée, on n'est pas là pour rigoler, et bien finalement, on se dit tout le monde est dans le malheur, restons dans le malheur. Voilà, et on perd sa motivation. Oui, tout à fait. Alors, tu as commencé à nous parler des enfermements. Et donc, le premier enfermement, c'est cette idée qu'on est enfermé dans, je ne sais plus comment tu l'as exprimé, mais cette négativité, cette culture du malheur. Culture du malheur. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler d'un autre enfermement ? Oui, le suivant, enfin, on met dans l'ordre qu'on veut, bien sûr, c'est l'habitude de vivre les rapports humains comme des rapports de force. Quand tout va bien, bien sûr. Mais dès qu'il y a un différent, dès que la différence s'installe, dès qu'on n'est pas d'accord, eh bien, nous enclenchons rapidement des rapports de domination, soumission, agression, démission, manipulation, séduction, fuite, bouderie, tu en sais quelque chose, bien sûr, ou râlerie, qui sont des mécanismes de rapport de force. Nous voulons peser sur l'autre pour le contraindre par notre attitude, où nous-mêmes nous reproduisons la violence sur nous. On peut demander aux personnes qui nous écoutent à cet instant, vérifiez vous-même si vous le voulez bien, quand il y a un différend avec votre conjoint, avec votre ado adorable, avec votre enfant plus jeune ou avec un parent ou un proche ou un collègue de travail, il y a un différend, tout d'un coup vous réalisez que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. Qu'est-ce qui circule en vous? Est-ce que c'est une douce empathie pour cet humain qui pense autrement que vous? Est-ce de la tendresse pour ce cher, ce chéri qui, bien que vous l'aimiez tant, a des idées différentes? Est-ce en tout cas de
l'ouverture et de l'accueil. Est-ce que c'est ça qui circule en vous? La plupart du temps, quand j'anime cette conférence en public, la salle rigole parce qu'évidemment, ce qui circule en nous quand le différent apparaît, c'est plutôt une petite tension, une légère agitation cardiaque, une petite sécrétion d'adrénaline et la tentative de trouver rapidement le gourdin de Cro-Magnon pour asséner quelques bons arguments pour convaincre l'autre que j'ai raison et que d'ailleurs, autre coup de gourdin, tu as tort. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? Si ce n'est un vieux réflexe pavlovien, c'est une vieille habitude. Qu'est-ce qui fait que quand le différent s'installe, nous n'avons pas automatiquement le réflexe de dire « Tiens, on n'est pas d'accord, mais comme c'est intéressant, assieds-toi et parlons-en ». Quelle est ta position? Je souhaite de l'écoute et du respect pour ma position. Le minimum, évidemment, c'est que je te témoigne les mêmes valeurs, écoute et respect. Je te laisse aller au bout de ta phrase. Et quand tu as fini ta phrase, je vérifie si je t'ai bien compris, si je ne trahis pas ton propos. Et puis, je te demande si tu es d'accord que je te partage mon point de vue. Et ainsi, on peut constater qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, et ce n'est pas grave. Et nous allons grandir ensemble, et nous allons surtout éviter ce qui saccage tant de désaccords, c'est qu'on veut un accord tout de suite, là maintenant dans l'instant, au lieu de se dire tiens ce soir on n'est pas d'accord, eh bien laissons mijoter, on s'en reparle demain ou après-demain. Et moi qui enseigne la communication non violente depuis des années et qui sait combien nous sommes des processus et pas des ordinateurs, je peux voir combien de réconciliations se font parce qu'on a posé les points de vue sans vouloir convaincre l'autre et que chacun réfléchit et que dans cette intelligence collective qui se dégage parce qu'on cherche quelque chose qui va nous rassembler, l'un ou l'autre revient vers l'autre le lendemain en disant « Tiens, j'ai réfléchi à ta position, c'est pas idiot ce que tu disais. » Et la plupart du temps, l'autre va dire la même chose, mais moi aussi, je me suis remis en question et ta position n'est pas idiote non plus. Et on va très souvent, pas toujours, bien sûr, rien de magique là-dedans, mais on va très souvent trouver une troisième voie qui permet de se rencontrer. Et ça me permet de proposer ceci. Il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux cœurs qui prétendent avoir raison, que dans deux intelligences, pardon, qui essayent d'avoir raison. Oui. Alors là, je suis complètement d'accord. Quand j'ai fait mon challenge J'arrête de râler, donc je me suis lancée dans ce challenge de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Je me suis vite, voilà, donc je me suis vite rendu compte que dès qu'il y avait un problème, parce que tant qu'il n'y avait pas de problème, c'était facile de pas râler, mais dès qu'il y avait un problème, immédiatement, je cherchais le coupable. C'était qu'est-ce qui se passait comme phénomène, la manière dont je le décris, c'est que je découvrais que quelque chose n'était pas fait comme je voulais ou qu'il se passait, voilà, il y avait un écart entre mes attentes et la réalité. Donc voilà, c'était désagréable. Et donc là, j'avais cette espèce de sensation désagréable en moi, cette espèce d'inconfort intérieur. Et comme je savais pas quoi faire, parce que j'ai pas appris, donc c'est pour ça on va pouvoir enchaîner là-dessus, peut-être comment apprendre. Comme je savais pas quoi faire avec cette sensation désagréable dans mon corps, et ben c'est comme si je sortais ma lance à incendie et je cherchais le coupable. C'est ça. Mon radar s'allumait et c'est la faute à qui? Et je me suis rendu compte que j'adorais jouer le jeu du qui a tort, qui a raison. Et après, quand je fais des conférences, j'invite les personnes à observer et leur dire observez vos interactions et vous verrez que nous passons nos journées à jouer le jeu du qui a tort, qui a raison. Or, quand on joue le jeu du qui a tort, qui a raison, je dis toujours, un coupable n'a jamais envie de coopérer, un coupable n'a pas envie de vous écouter, un coupable n'a pas envie de se rapprocher de vous et de comprendre votre problème et votre situation. Donc, on pense qu'en accusant l'autre, je dis souvent, on pense qu'en accusant l'autre, on va créer un espèce d'électrochoc. Et que ce qu'on espère, c'est que on va l'accuser et que l'autre, du coup, va comprendre qu'il doit changer. Il va comprendre que son attitude n'est pas acceptable ou que ce qu'il a fait il y avait une erreur. Donc, on accuse en pensant que du coup ça va mobiliser l'autre. Or en fait c'est le phénomène opposé qui se passe. On accuse et l'autre soit nous fuit, soit nous attaque, soit carrément n'arrive pas à assumer le fait qu'on l'accuse et là on provoque des dépressions avec le temps et les personnes s'oublient quoi. Absolument. Absolument, ça me rappelle une phrase que Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé à la communication non violente, citait, et elle est extraite, si je me souviens bien, du cours en miracle. Nous avons un choix fondamental dans l'existence, c'est être heureux ou avoir raison. Choisissons. Oui. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Marshall Rosenberg à Santa Barbara en 2006, je crois, quelques années avant son décès, mais c'était aussi très, très puissant de travailler avec lui. Alors, de quoi on va parler maintenant? Alors, j'ai envie qu'on parle de l'éducation. Tu parles de l'importance de l'éducation sans violence. Tu dis que c'est un enjeu de santé publique. Est-ce que tu peux développer ce point? Oui, ça fait le lien d'ailleurs avec ce qu'on vient d'évoquer. Si j'éduque les enfants dans un climat
dans lequel je crois qu'on n'est pas là pour rigoler, que la vie est une dure lutte, qu'il faut se battre pour vivre. Je crée des climats compétitifs et les systèmes éducatifs sont extrêmement basés là-dessus, en tout cas dans la région où je suis, qui est la Belgique. Là, je circule beaucoup en France et ça crée beaucoup de divisions, d'exclusions, de meurtrissures. Celui qui n'arrive pas à suivre ce système-là se sent exclu. Ça crée beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Et donc, nous avons absolument besoin de transformer ces systèmes et de créer une culture où on sait que le sens de la vie, c'est d'être en paix, de sentir de la paix à l'intérieur, de la paix contagieuse, d'aider les gens à retrouver de la paix autour de soi et de créer ce que j'appelle dans mon travail du nous, dépasser le je, me, moi face au tu, te, toi et recréer du nous, de l'inclusion. Et donc, nous avons besoin de quitter une culture imprégnée, imbibée de violence par habitude simplement, mais qui n'est pas la seule façon d'exister. Nous le savons. Nous savons qu'il y a des peuples qui vivent sans violence dans des rapports d'empathie, d'écoute, un esprit de tribal, un grand sens du nous. Et donc, ce pouvoir est vraiment en nous. Il s'agit d'apprendre à le réveiller. Maintenant, j'ai perdu ta question. Ma question, c'était l'éducation sans violence. Ce que j'entends et ce que j'ai cru voir dans ton livre, et je pense que c'est un des messages forts, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut espérer que l'enfant apprenne. On a souvent, quand on pense à l'éducation, notamment l'éducation scolaire, on a souvent des grands objectifs pédagogiques, le programme, quoi, le programme qu'on a besoin de transmettre à l'enfant. Et un des messages que tu dis, c'est comment on peut espérer que l'enfant apprenne si dans la relation, en fait, ils se sent exclus ou coupables. J'ai dit tout à l'heure, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Très souvent, dans les écoles, c'est ça qui se passe, c'est que l'élève est coupable de ne pas donner la bonne réponse ou de pas... Est-ce que c'est de ça dont tu parles dans ton ouvrage ? Bien sûr. La petite devise de la communication non violente est la relation d'abord, le résultat ensuite. Ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas du résultat, mais ça veut dire qu'on place les choses dans le bon ordre. D'abord, créer du lien. Un lien joyeux, un lien encourageant, un lien bienveillant, un lien stimulant, en sorte que toutes les éclosions soient possibles. Parce que ce n'est pas que les enfants manquent de curiosité ni d'énergie. Les enfants, je l'ai vu, j'ai 3 filles qui sont aujourd'hui des jeunes adultes, mais un enfant ne marche pas d'une chose à l'autre. Un enfant court parce qu'il est passionné, il a envie d'aller d'une chose à l'autre, il a une énergie incroyable, il est curieux, il veut tout découvrir. Donc ce n'est pas un manque de curiosité qui habite l'enfant, c'est que les systèmes sont inadaptés à cette quête profonde de sens, d'amusement, de découverte, parce que justement, on a plombé par « il faut, tu dois, c'est comme ça, le programme comme ceci, reste assis, ne bouge pas, tiens-toi tranquille ». Et on a créé une éducation qui est complètement mortifère. Et aujourd'hui, la jeune génération, je pense, se rebelle profondément par rapport à ces systèmes. Et donc, nous avons besoin de démanteler ces habitudes de violence subtile, parce qu'aucun directeur d'école ne reconnaîtra que son école est violente. Ben, évidemment, non, elle est bien intentionnée, elle souhaite le meilleur. Mais les systèmes de pensée sont encore très contraignants. Nous avons besoin de revisiter nos systèmes de pensée. Et ça, c'est un travail, ce que j'appelle un travail d'hygiène de conscience, qui consiste à s'asseoir régulièrement avec ses habitudes de pensée en se disant, est-ce qu'elles sont toujours pertinentes ? Je les entretiens depuis toujours, je les ai peut-être téléchargées de mes parents ou de mon éducation, des formations que j'ai suivies, des écoles, des scolarités que j'ai suivies. J'ai téléchargé ces systèmes de pensée. Sont-ils toujours valides ? Il y a vraiment un enjeu citoyen. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur ce thème qui s'appelle « L'intériorité citoyenne », cette vie intérieure, cette capacité à faire recul et à discerner et à réaménager les choses, elle est essentielle pour transformer notre vie sociale et y apporter le meilleur de nous. Combien de nos contemporains, tu en sais quelque chose pour accompagner tant de personnes toi-même, sont muselés dans des habitudes, des frilosités, des timidités, des pensées négatives et ne connaissent même pas le meilleur d'eux-mêmes et donc n'arrivent pas à le mettre au monde. Or, le sens de la vie est vraiment d'apprendre à connaître le meilleur de soi pour le mettre joyeusement au service de la vie communautaire. J'ai vraiment confiance dans cette générosité, dans cette solidarité, dans cette joie qui est en chacun de nous. Je la vois depuis 25 ans, dès que les gens se défont de ce qui les empêche. Oui, en fait, il y a vraiment moi, je vois des centaines de personnes qui sont remplies de très bonnes intentions, d'intentions tellement pures, de désir, de générosité, d'amour, de bienveillance. Donc,
le point de départ est là, mais après, on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on est dans nos enfermements, comme tu dis, et on est dans nos mécanismes. Et donc là, c'est vraiment une invitation à... J'ai l'impression que c'est un peu un changement de culture, en fait, changer notre culture, changer la manière dont on pense le monde, dont on pense la vie, dont on pense nos relations, et notamment se libérer d'automatismes dont on a hérité de par notre histoire, se libérer de ces mécanismes pour avoir des relations. Et comme tu dis, voilà, j'aime beaucoup cette idée de la qualité de la relation en premier et ensuite le résultat. Et ça, c'est vrai dans les écoles, c'est vrai dans les familles, c'est vrai au boulot. Si on mettait la qualité de la relation en premier, et bien ensuite, on aurait beaucoup plus de facilité à obtenir les résultats auxquels on espère. Ah, c'est absolument évident. J'accompagne certaines entreprises qui ont choisi cette option. On va d'abord faire en sorte que la relation soit vraie, authentique, profonde. On peut se dire ce qu'on a à se dire. On est en colère, on peut le dire. On a un nom à indiquer pour indiquer ses limites, on peut le dire. Et donc, on règle les conflits immédiatement. Ces entreprises sont infiniment plus fructueuses parce que chacun se sent respecté, en appartenance et encouragé justement à prendre sa place, à assumer pleinement les choix de vie qu'il fait. Donc, ce n'est pas un petit enjeu. Je pense que dans la période que nous traversons, ça devient vraiment urgent que tout citoyen puisse apprendre depuis la maternelle à discerner ce qui fait sens pour lui, quels sont ses sentiments, qu'est-ce que ça dit de lui, quels sont ses talents, comment les mettre au monde. Mais également, tout citoyen aurait besoin d'apprendre qu'est-ce qui le rend triste, déçu, en colère ou en rage et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa colère aux autres. Il y a vraiment un enjeu d'hygiène, de conscience. Nous avons pris soin depuis quelques années, seulement c'est très récent dans l'histoire des hommes, de l'hygiène physique avec beaucoup d'attention. On se brosse les dents, on prend des douches régulières. Il y a 60 ou 70 ans, ça n'existait pas, hein, dans les campagnes en tout cas. Eh bien, cette régularité du soin physique, je pense qu'elle va se poursuivre par une régularité du soin psychique et je dirais psychospirituel. Nous allons par évidence instaurer dans nos vies des rituels d'hygiène psycho-spirituelle pour être un citoyen qui se connaît bien, qui est nettoyé de ce qui l'encombre et qui donne le meilleur de soi pour que la vie communautaire soit plus joyeuse. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis d'accord avec toi. J'ai mis en place personnellement des rituels dans ma vie et je viens d'accompagner 75 femmes dans un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna. Et on a abordé cette notion du rituel. Et d'ailleurs, j'ai envie de te lancer un petit peu sur le thème de la spiritualité. Parce que pour moi, dans le rituel, c'est une manière de vivre une spiritualité. Je suis en train de réfléchir quelles questions j'ai envie de te poser par rapport à ça. Je crois que j'ai lu dans un de tes livres, ou peut-être c'est dans le documentaire que tu as fait récemment pour la sortie de ton livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais tu parlais du fait qu'il serait temps de ramener la spiritualité au cœur de nos vies. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, depuis des années que j'accompagne, bientôt 25 ans, que j'accompagne les personnes dans les cycles et saisons de l'existence, j'ai acquis cette conviction profonde dont je vois qu'elle est partagée par beaucoup des personnes qui, en tout cas, viennent en conférence ou lisent mes livres ou m'écrivent. C'est que nous, les êtres humains, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça dérange, ça gêne par rapport à l'aspiration infiniment plus large qui est en nous. Nous avons besoin donc d'une hygiène pour apprendre à nous accommoder de cette finitude et à la vivre comme une expérience sans nier la dimension d'infini qui est en nous. Donc à faire vivre ces deux dimensions. Et je suis un être infini et je nourris cette fibre notamment par une vie artistique, par une vie méditative, par une vie spirituelle. Et en même temps, je prends soin de m'accommoder de la structure finie de l'incarnation. C'est vraiment un enjeu de santé que de joindre les deux bouts. Parce que dans la société que nous avons créée depuis, je dirais, une petite centaine d'années, nous avons inventé une laïcité complètement anesthésiante qui nous coupe de toute vie intérieure. Or, si c'était important, bien sûr, de séparer l'Église et l'État, parce que ça, c'était juste de le faire pour ne pas mélanger de domaines, de règnes, je dirais, eh bien... Ce qui est important pour moi, c'est de réaliser que la laïcité, ce n'est pas l'abandon de la vie intérieure. La laïcité, c'est le côtoiement fécond et respectueux de toutes les formes de vie intérieure. Et donc, parmi lesquelles il peut y avoir des pratiques religieuses, bien sûr, mais des pratiques spirituelles non religieuses qui se font de plus en plus jour aujourd'hui, de
dans mon expérience, de moins en moins de gens se retrouvent dans les propositions des religions et cherchent une vie spirituelle qui soit encore plus élargie que ça et dégagée de ces codes ou de ces modes et plus proche du tressaillement du souffle, du tressaillement de l'esprit. Et donc, je nous encourage dans nos vies à retrouver ce qui fait sens pour nous dans cette dimension d'appartenance infiniment plus large, plus ouverte que simplement la matérialité biologique de notre incarnation dans un corps sur cette planète. Tu parles de ce qui fait sens et tu parles aussi beaucoup dans ton livre de ce qui fait envie. Et je crois que dans notre vie spirituelle, on travaille une connexion avec notre cœur, on travaille une ouverture du cœur et donc une plus grande sensibilité autour de nos envies. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus ? Certainement que si nous restons dans des envies très humaines, nous risquons de nous perdre, de nous disperser, d'être toujours dans une grande insatisfaction. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de nos contemporains qui sont toujours insatisfaits. Il manque toujours quelque chose, une impression de manque, une impression de trop peu, une impression peut-être même de nostalgie de quelque chose qui eût été meilleur autrefois. Et je connais bien ça pour avoir vécu tout ça, j'ai traversé tout ça. C'est pour ça que je me suis interrogé sur l'enjeu spirituel pour lequel je ne trouvais pas de réponse dans la tradition catholique dans laquelle j'ai grandi. J'ai grandi dans une famille très aimante, avec une tradition catholique très habituelle, dans laquelle j'ai pu trouver un peu de support, mais pas suffisamment d'ouverture pour l'aspiration que je vivais. Et je perçois que les personnes commencent à ressentir un état de plus grande plénitude, de plus grande paix, de plus grande unité lorsqu'elles s'ouvrent à la vie spirituelle et que cette dimension leur apporte justement une stabilité, une bienveillance, une capacité à rester beaucoup plus en paix par rapport aux événements, beaucoup moins agitées par la vie émotionnelle, beaucoup moins en action-réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et infiniment plus posées donc à l'intime d'elles-mêmes, comme si elles avaient pu lester, je dirais, la quille d'un bateau en sorte de pouvoir traverser les intempéries avec sécurité et stabilité. Et voilà, dans mon travail, comme je pense toi dans le tien, je souhaite encourager les personnes à sentir comment on peut nourrir cet espace intérieur pour traverser les circonstances de vie avec plus de confiance et de joie. Oui. Au début un des premiers épisodes de ce podcast s'appelle Rester ancré et le cœur ouvert. Et c'est un épisode que j'ai publié au tout début de la crise du Covid, en fait. Et je sentais que, personnellement, moi, je me sentais me laisser embarquer dans la peur, la panique, et je me connaissais. Je sais que je suis pas du genre à partir dans ces trucs-là. Je me disais, donc si moi je pars en vrille dans ces trucs-là, qu'est-ce que ça doit être pour tout le monde en fait? Et j'ai ressenti l'urgence de mettre en place dans ma vie des rituels et de démarrer tous les matins avec de la méditation, du yoga Kundalini. J'ai trouvé différentes pratiques, chacun trouve les siennes, hein, mais cette urgence de travailler cet ancrage et cette ouverture du cœur, de rester ouverte. Parce que si je suis fermée, si mon cœur se ferme, je vois plus les possibles, je vois plus ce qui est, je deviens que victime et je subis en fait. Et donc cette urgence de mettre au cœur de ma vie des rituels, des pratiques pour nourrir cet ancrage et cette ouverture de cœur qui me permet ensuite de me lever et d'aller dans le monde, d'aller dans la vie, bien qu'on va pas bien loin en ce moment. mais voilà, mais en tout cas de rester actrice de ce monde et de pouvoir interagir et être engagée, voilà, tout à fait. Super. Alors, j'ai une dernière question à te poser pour conclure cet épisode. Tu es, donc toi, aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, papa de 3 jeunes filles. Et j'ai beaucoup de parents qui nous écoutent dans ce podcast. Et je me demande si tu aurais des leçons ou des prises de conscience ou des pépites que la parentalité t'a apprises, que peut-être tu aurais envie, alors non, tu vas pas pouvoir toutes les donner, mais en choisir peut-être une ou deux que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs pour conclure cet épisode en tant que papa. La conviction profonde que d'abord le conjoint avec qui on choisit de faire des enfants et puis ensuite les enfants qui arrivent dans nos familles ne sont pas là par hasard. Mais je pense que c'est la même chose pour les classes avec les enseignants et pour les collègues avec qui on travaille au travail. J'ai vraiment cette intuition que si nous faisons certaines rencontres, si elles sont heureuses, c'est pour fêter la vie et s'en réjouir. Et si elles sont plus râpeuses, pour employer ce mot-là, plus irritantes, qui peut bien sûr arriver, plus difficiles à vivre en tout cas,
eh bien, c'est que sans doute nous avons précisément à cet endroit-là quelque chose à apprendre pour grandir. Et je voudrais donc encourager les parents qui ont des enfants avec lesquels la relation est difficile à s'interroger sur qu'ai-je à apprendre de ça, qu'est-ce que ça vient frictionner à l'intime de moi, comment est-ce que ça me remet en question et comment est-ce que je peux utiliser ce frottement pour éclore à un autre palier de conscience. Pour moi, regarder la difficulté, l'épreuve sous cet angle-là est vraiment une occasion d'utiliser notre discernement, mais aussi notre responsabilité d'être humain. Nous ne vivons pas des choses par hasard, j'en ai cette conviction. Nous avons sans doute quelque chose qui attire à nous les événements dont nous avons besoin pour grandir, et regarder les choses comme ça permet d'avoir plus de bienveillance et de confiance et plus de capacité à s'abandonner. Chacun mettra le mot qu'il veut sur cette dimension, mais à l'univers, à la vie, au souffle ou à Dieu, en interrogeant, en disant qu'ai-je à apprendre ça, donnez-moi la leçon, éclairez-moi petit à petit. Et ce n'est pas parce qu'on demande aujourd'hui qu'on a la réponse demain, mais si on fréquente le questionnement, j'ai confiance que la clarté se fait. Donc, voir nos enfants, en fait, comme selon leur personnalité, selon leur comportement, selon ce qui se passe dans notre rôle de parents quand ils sont petits, quand ils sont préadolescents, adolescents et grands, de voir les challenges que nous pouvons rencontrer dans la parentalité comme des leçons de vie, en fait, et de se dire, c'est peut-être pas un hasard que nous vivons ça aujourd'hui ensemble avec notre enfant. Et donc, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Comment ça peut nous faire grandir? Comment ce challenge et cette difficulté peut nous faire tous grandir? Oui, absolument, absolument. Et ça peut être dans l'agréable comme dans le désagréable. Je donne volontiers, si on a encore le temps, 2 tout petits exemples, mais ma fille aînée m'a vraiment mis au monde. D'ailleurs, quand elle est née, en Belgique, la tradition est de mettre une petite annonce dans les journaux. Ça se fait peut-être dans d'autres pays. Eh bien, Valérie et moi, nous avons annoncé, Camille est heureuse d'annoncer la naissance de ses parents. Parce que c'est vrai, nous naissions à ce rôle de parents. Et très vite, j'ai été impressionné de la sagesse qu'il y a dans un enfant. Je me souviens d'être parti donner une conférence à Bruxelles et Camille était dans sa petite chaise à manger sa panade. Elle devait avoir 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Et je me penche vers elle pour lui donner une petite cuillère. Et me voyant me pencher vers elle, elle me dit « Papa, non, assis ». Et il m'indique la chaise avec un petit doigt. La leçon était, si tu veux t'occuper de moi, tu es complètement avec moi, mais tu n'es pas en train de partir dans une conférence tout en me donnant quand même une petite cuillère pour te donner bonne conscience. Et ça m'a vraiment sidéré de voir la sagesse avec laquelle il me disait on fait les choses avec conscience. Un peu plus tard, je lui fais un bisou un peu furtif pour aller dormir et elle me prend le visage, elle me regarde droit dans les yeux et elle dit papa, non, un bisou conscient s'il te plaît. J'étais émerveillé de voir les leçons qu'on peut apprendre à tirer d'un enfant parce que voilà, moi j'étais dans mon rythme, peut-être encore un peu dans mes enfermements de faire les choses un peu trop vite. J'ai beaucoup appris à ralentir. C'était un des enjeux que je voulais dans ma vie, c'est ralentir et avoir un rapport doux avec le temps. Ça m'a pris pas mal d'années, mais aujourd'hui j'ai un rapport doux avec le temps. Et voilà, mes enfants m'ont aidé à avoir un rapport doux avec le temps. Super, super, super. Ben, écoute, merci beaucoup Thomas pour cette conversation passionnante. Donc évidemment, j'invite tous les auditeurs à se procurer ton livre. Et sinon, où est-ce que ils peuvent suivre, où est-ce qu'on peut découvrir tes stages, où est-ce que tu souhaites que nous envoyions les auditeurs sur ton site, sur tes réseaux sociaux? J'ai une page Facebook, une page d'auteur où j'annonce mon travail. J'ai également créé un groupe qui s'appelle La paix, ça s'apprend, du nom d'un de mes livres. Beaucoup de gens voulaient avoir des clés de paix ou partager des clés qu'ils avaient. Et donc, pour échanger sur les enjeux de l'apprentissage de la paix, qui, comme j'espère qu'on commence à le savoir, ne va pas tomber du ciel si on n'en emploie pas chacun, eh bien, peuvent aller sur ce groupe. La paix, ça s'apprend. Ça, c'est sur Facebook. Et sinon, j'ai un site qui est mon nom, c'est très facile à trouver. Si on tape Thomas Dansembourg, toutes les lettres étant attachées, on va tomber sur mon site dans lequel j'annonce mes activités, mes conférences, mes livres. Voilà, se rejoindre. Super, formidable. Encore un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Avec plaisir, Christine. Merci à toi et merci aux personnes qui ont passé du temps avec nous. Oui, formidable. Si vous avez aimé cet épisode et que vous avez envie de continuer à explorer les thématiques que nous avons abordées, je vous invite à écouter les 3 épisodes suivants. Épisode 36, intitulé « Réinventer l'école ». Épisode 31, sur nos architectures invisibles. Et l'épisode 25, « Voir mon ado autrement ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous.
pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.